Livre 1. La République tourmentée. L'histoire moderne de ce pays commence avec Félix Houphouët-Boigny qui mène contre le colonialisme une guerre sans merci pour l'émancipation des peuples africains. Il finira par s'entendre avec l'ancien maître pour sauver son peuple de la répression sauvage née de la lutte pour la libération. En 1960, devenu président de la République, Félix Houphouët-Boigny réussit à fédérer toutes les énergies politiques du pays, étouffant dans l'œuf le pluralisme démocratique. Ainsi naît le parti unique PDCI-RDA. Il durera jusqu'à la mort de son fondateur qui s'en est servi pour développer le pays, mais aussi pour asseoir un pouvoir sans partage. Ainsi, dès 1960, quand la région du Saint-Louis prétend à l'autonomie sur la base d'un traité signé sous Louis XIV, Félix Houphouët-Boigny réprime durement cette tentative de sécession et n'hésite pas à contraindre les récalcitrants à l'exil. En 1962, quand certains membres du parti montrent des signes d'ambition, Félix Houphouët-Boigny les jette en prison. En 1963, suite à un complot, il fait condamner les cadres dans toute la Côte d'Ivoire et particulièrement dans les régions du Nord et de l'Ouest. Mais les progrès obtenus dans la gestion du pays font passer la Côte d'Ivoire pour le berceau d'un miracle économique qui suffit à justifier ces abus. En 1970, les populations guébiées de Gagnoa sont durement réprimées parce qu'un fils de la région, Kragbe Nyakbe, ose créer un parti politique et faire acte de candidature à la présidence de la République. Félix Houphouët-Boigny réussira à se réconcilier avec ses victimes quand il reconnaîtra avoir orchestré les faux complots de 1962 et 1963. En 1990, Félix Houphouët-Boigny nomme Alassane Dramane Ouattara Premier ministre. En 1993, Henri Konan Bédié succède à Houphouët-Boigny. Au nom de la rivalité qui l'oppose à l'ancien Premier ministre Ouattara, dont les origines et la nationalité sont contestées, Henri Konan Bédié s'évertue à écarter des affaires tout ce qui ressemble à un djoula, un musulman ou même un étranger. Cette attitude poussera Alassane Dramane Ouattara à s'allier au leader du FPI, Laurent Gbagbo. Les deux opposants créent alors le Front républicain pour soutenir leur lutte contre le pouvoir en place, chacun ayant son objectif, son programme et ses méthodes. Dès 1994, Alassane Dramane Ouattara pense que seule la force peut déloger Henri Konan Bédié, alors que Laurent Gbagbo reste convaincu que le pouvoir doit s'acquérir par les urnes. L'ancien Premier ministre Ouattara usera de tous les moyens auprès des médias pour orchestrer une campagne de dénigrement systématique du régime Bédié, ce qui participera à ternir l'image de toute la Côte d'Ivoire. En 1995, les deux principaux partis de l'opposition, le FPI et le RDR, proposent le boycott actif des élections générales. Bédié demande alors au général Gay, chef d'état-major des armées, de contenir les marches intempestives des opposants. Celui-ci lui oppose un refus catégorique. Il est alors congédié par Bédié et renvoyé vers un fantomatique ministère du service civique. Plus tard, Gay sera brutalement limogé et accusé d'avoir fomenté un coup de force. Le 24 décembre 1999, Bédié est écarté du pouvoir par une junte militaire constituée d'un groupe de soldats sous l'influence d'Alassane Ouattara et dirigé par Robert Gay. 3 mois avant cette date fatidique, Alassane Dramane Ouattara déclarait « Je frapperai ce régime moribond au bon moment et il tombera ». Ce qui avait été dit a été fait. Dans cette mêlée confuse qui a conduit au coup d'État de 1999, Laurent Gbagbo, dont le jugement sur le temps qui passe se nourrit avec justesse de l'expérience du temps passé, est resté égal à lui-même. C'est ainsi qu'il accède au pouvoir par les urnes les 24 et 25 octobre 2000, comme il en avait arrêté l'idée 20 ans auparavant. La Côte d'Ivoire est née d'une histoire récente, d'un idéal de liberté et d'émancipation de l'homme noir, d'une lutte qui a tissé entre ses habitants des liens affectifs et sociaux par-dessus les origines tribales, ethniques et les appartenances religieuses et régionales. À la lumière de ce passé, on ne peut accepter que le tribalisme, le régionalisme et la religion soient aujourd'hui les bases des actions menées par certains partis politiques au risque d'affaiblir la République et la force de la cohésion nationale. Bien des questions devront trouver des réponses grâce à ce forum, à condition de ne pas se tromper de débat. On ne refait pas de façon subjective et opportuniste l'histoire des 40 années de la Côte d'Ivoire indépendante. La Côte d'Ivoire traverse une grave crise politique et sociale. Le coup d'État
du 24 décembre 1999, les mensonges répandus sur le gouvernement renversé, le président de la République élu au suffrage universel forcé à l'exil, l'instauration d'une transition chaotique, les conditions inacceptables de l'élection présidentielle récente et celles défectueuses des législatives ont causé de profondes fractures au sein de la communauté nationale. De nombreuses exactions ont été commises sur les populations, d'où il est résulté des morts d'hommes par centaines et des traumatismes difficiles à surmonter. La discorde et l'instabilité politique menacent notre avenir. Aussi, nos partenaires au développement, les bailleurs de fonds, ont inscrit ce forum parmi les conditionnalités à satisfaire pour mériter leur concours financier. Le gouvernement s'est soumis à cette exigence et nous voici réunis pour cette grande explication au sein du Forum pour la réconciliation nationale. Je voudrais dire au président Bédier que je le remercie d'être venu. Je le remercie à un double titre. Premièrement, après le vote de la Constitution, surtout dans l'article 12 de cette nouvelle Constitution, il n'y avait plus de raison qu'il reste en exil. Je comprends sa douleur, sa souffrance, mais quand on fait la politique en Afrique, on s'expose aux souffrances. Je comprends sa souffrance. Et il a d'autant plus le mérite d'être revenu en Côte d'Ivoire et d'avoir pris part aux travaux de ce forum. Je vais commencer par rectifier une chose que j'entends souvent et que j'ai entendu tout à l'heure. Non, Monsieur le Président du Directoire, aucun bailleur de fonds ne nous a demandé d'organiser le forum. Monsieur le Président du Directoire, il faut que les Africains cessent de croire que chaque idée nouvelle en Afrique vient forcément de l'Europe ou de l'Amérique. Non, les Africains sont capables d'idées nouvelles et d'idées généreuses. Je suis peiné quand on pense que tout ce qu'on pense, c'est du prêt à penser. Je vous présente, Monsieur le Président du Directoire, et je vais vous le verser, ce petit fascicule intitulé « Mon ambition pour la Côte d'Ivoire ». C'est notre livre, notre petit livre de campagne électorale que nous avons rédigé au quartier général de notre campagne électorale à Cocody, les Deux Plateaux. Voilà ce qu'on peut lire à la page 13, c'est-à-dire avant même que je ne sois président, avant même que la campagne ne commence, à la page 13, le premier paragraphe. L'une des premières missions que je compte confier au médiateur de la République, prévue par notre Constitution, dès qu'il sera installé, sera d'organiser les forums de la réconciliation nationale pour briser le mur de méfiance qui s'est dressé entre certaines franges de la nation et parvenir à la réconciliation des cœurs et des esprits. Fin de citation. Campagne électorale du candidat Laurent Gbagbo en 2000. J'ai été heureux, effectivement, une fois que j'ai été élu. Et une fois que, à la télévision de Côte d'Ivoire, en décembre, quand j'ai présenté mes vœux à la nation, j'ai annoncé pour la première fois
que nous allions, dans l'année 2001, organiser le Forum de la Nation pour la réconciliation nationale, j'ai été heureux de voir les institutions internationales, l'Union européenne, les fonds monétaires, la Banque mondiale nous dire que c'était une bonne idée et qu'ils étaient prêts à nous soutenir. Mais de grâce, une bonne idée peut aussi venir d'un Africain. Donc il ne faut pas que les Africains croient que toutes les bonnes idées viennent d'ailleurs. Le coup d'État qui a mis le pays à sac à 10 mois des élections générales est à l'origine de nos difficultés. Ce coup de force est en réalité une éclipse totale qui a plongé notre vie politique dans la nuit des incertitudes sans fin prévisibles. Ceux qui ont été chassés du pouvoir ne sont en rien responsables des conséquences tragiques de ce coup de force. Le renversement par force d'un régime légitime n'est pas synonyme d'alternance démocratique. La Côte d'Ivoire n'expérimente pas à présent une alternance démocratique. Elle endure les conséquences d'un coup d'État brutal, violent et rétrograde. Dans leur volonté diverse de me coller l'image déshonorante de Puchis éternel, les uns et les autres déploient les efforts surréalistes dans 3 instances précises. Les médias d'État, les bravechers du gouvernement et les intellectuels au service des hommes politiques. Vous connaissez tous ces fameuses émissions de notre radio nationale, émissions au cours desquelles les mêmes auditeurs récitent les mêmes versets qui divisent notre communauté nationale en bons et méchants, en purs et impurs. Quoique périlleux, l'exercice a un objectif bien précis. Tuer politiquement les témoins gênants, accréditer l'idée d'un système parfait et qui ne doit rien à personne, édifier en quelque sorte une génération spontanée de politiciens intègres au-dessus de tout soupçon. En 1990, au moment où le président Houphouët me faisait appel pour diriger les forces armées nationales de Côte d'Ivoire, le plus grand risque qui guettait Houphouët, c'était le syndrome Bourguiba. Chacun de nous sait également qu'au moment où s'instaurait le multipartisme, Houphouët était devenu un homme seul. Le comité exécutif du PDCI avait quasiment disparu. Les barons, ou plus exactement ce qui en restait, cherchaient un abri pour se protéger contre un cataclysme que l'on croyait inévitable. C'est dans cette atmosphère délétère que nous avons mis un point d'honneur à entourer le président Houphouët de notre filiale et chaleureuse loyauté jusqu'à ce qu'il nous quitte dans l'honneur et la dignité pour son voyage éternel. Le coup d'État du 24 décembre 1999, selon ma lecture, est la résultante, est la conséquence du combat des héritiers. En 1990, quand la crise est devenue aiguë, le président Houphouët-Boigny a mis 2 barrages devant lui. Un barrage de 3 colonels. Le colonel Guy Robert, chef d'état-major des armées. Le colonel Tani, commandant supérieur de la gendarmerie. Et le colonel Bombé, ministre de l'Intérieur, chef de l'administration et de la police, qui sera après aidé par le général Palinfo, un an après. Et un barrage de 3 civils, le président Bédier, président de l'Assemblée nationale et héritier putatif, le premier ministre Alassane Ouattara, premier ministre et chef du gouvernement pour conduire les affaires de l'État, et le président Laurent Delan Fologo, secrétaire général du parti,
pour diriger les partis. Donc c'est la bataille des chefs, la bataille des héritiers qui a amené le coup d'État du 24 décembre. Je crois que légitimement et sérieusement, il ne faut pas chercher ailleurs. Le coup d'État n'est pas né comme ça. Ce sont les héritiers qui, se battant entre eux, nous ont amenés là. Pour nous autres qui n'étions pas les héritiers, il était devenu étouffant, difficile de faire la politique. Parce que si on vous voit demain avec Alassane, on dit voilà, il a pris fait cause pour Alassane contre Bédier. Si on vous voit en train de citer avec Bédier, on dit voilà, il a pris fait cause pour Bédier contre Alassane. C'est-à-dire, on ne nous jugeait même plus par rapport à ce que nous étions, par rapport à l'action politique que nous faisions. Les héritiers nous jugeaient uniquement en fonction de leur propre opposition. Et ils ne nous voyaient plus. C'est cette opposition qui s'est cristallisée qui a amené, qui a même amené à faire une mauvaise lecture sur un certain nombre d'événements dont j'ai été l'acteur principal. Premièrement, le boycott actif des élections présidentielles en 1995. Nous réclamions un certain nombre de réformes de la loi électorale. Ces réformes n'ont pas eu lieu. En tant que parti, nous avons décidé de faire un boycott actif contre les élections. On nous a dit, ou non, c'est parce qu'ils ont pris la cause de Ouattara. Sur ce boycott actif, je voudrais dire 2 ou 3 choses. Premièrement, il y a eu des dérapages. Et des gens sont morts, particulièrement en région forestière. Parce que quand on a lancé ce mot d'ordre, on avait sous-estimé qu'il y avait déjà des problèmes latents dans les régions. En région forestière, il y avait déjà une opposition entre les autochtones et ceux qui sont venus du centre et du nord depuis la confection du barrage de Kossou. Il y a eu des morts. Je voudrais, pour n'avoir pas vu venir ce dérapage, présenter des excuses. Mes excuses personnelles à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui ont perdu quelqu'un. Baoulé des forêts de l'Ouest, Baoulé du centre, qui ont perdu quelqu'un ou qui ont eu peur, je demande pardon. Mais aussi à tous les autres, non baoulés, contre qui les baoulés se sont armés pour se battre. Je demande pardon. Pour notre part, nous reconnaissons que le coup d'État s'est produit au cours de notre mandat. À ce titre, en notre qualité de chef supérieur des armées, nous devons admettre l'échec de nos efforts de maintien de l'ordre public et de la discipline des armées. Face aux personnes qui ont subi des traumatismes obsédants et à tous ceux qui ont perdu leurs biens à jamais du fait des pillages répétés, nous exprimons, comme au peuple ivoirien tout entier, nos regrets sincères et les supplions pour que notre repentance mérite le pardon, car nous avons refusé de faire couler le sang des Ivoiriens. Il avait fallu le poids des forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Il avait effectivement fallu notre fermeté au nom des armées pour que les lois de la République soient respectées. Mes frères Bédier, Léon Konakofi et Tani sont là pour en témoigner. En 1995, notre tort, notre seul tort, avait été d'avoir évité à notre pays un drame dont nous aurions du mal à nous défaire. L'opposition avait décidé d'organiser une marche de protestation en vue de revendiquer des listes électorales justes. Le pouvoir, n'entendant pas les choses de cette oreille, demandera à l'armée d'intervenir. Oui, il m'avait été demandé d'interdire cette marche et éventuellement mater tous les récalcitrants.
c'est notre refus qui sera assimilé à une tentative de coup d'État et qui nous vaudra toutes les frustrations que l'on sait 5 années durant. Pourtant, notre refus s'expliquait par les grandes douleurs ressenties dans chacun de nos foyers lors des tristes événements de la cité universitaire de Yopougon en 1991. Événements pour lesquels je réitère mes sincères regrets et sollicite le pardon de nos enfants, le pardon de notre jeunesse. De tous les alibis avancés pour faire admettre à l'opinion le renversement de nos institutions républicaines, que ce soit, dit-on, l'ivoirité, la mauvaise gouvernance, le prétendu spectre d'affrontement entre Ivoiriens, le blocage de la société, aucune ne résiste à l'analyse objective. Bien au contraire, les événements ont démontré que ce coup de force obscurantiste a aggravé ces problèmes qui n'étaient pas sans remède pour le régime renversé, qui au demeurant s'appliquait à assainir et à sécuriser les horizons de la vie nationale. Les événements du 24 décembre n'étaient pas un coup d'État savamment et longuement élaboré, planifié et exécuté par des hommes réunis dans une complicité d'esprit et de cœur. C'était plutôt un coup de force, organisé par des jeunes gens excédés par leur situation sociale difficile, au sein d'une armée qui était elle-même soutenue par une population laminée par la pauvreté. Vous savez vous-même que pour s'engager dans ce type de projet comme un coup d'État, l'on y va toujours avec ses hommes. Et c'est parce que je n'avais rien préparé que nous avions connu tous la valse des hésitations et des négociations qui avaient marqué le premier gouvernement de la transition. Mais nous étions tous conscients, nous Ivoiriens, qu'il s'agissait clairement d'une rupture qui devait permettre à notre pays de combler de nombreux déficits. Déficit de communication entre le gouvernement et le peuple. Déficit de dialogue franc entre le pouvoir et l'opposition. Déficit de la vraie démocratie. Déficit enfin de bonne gouvernance. Aujourd'hui, on parle de coup d'État. On n'arrête pas de parler de putschistes. C'est vraiment dommage. Dans la sous-région, voire dans le monde entier, que quelqu'un ici dans cette salle me cite un seul putschiste qui avait d'abord téléphoné à l'homme qui voulait chasser du pouvoir, demander à mon frère Bédier si le jour J, c'est-à-dire le 24 décembre 1999, je ne l'avais pas appelé au téléphone pour lui demander de tout mettre en œuvre pour résoudre les problèmes des jeunes soldats. L'ambassadeur Georges Royen, qui avait décroché le combiné du téléphone, est encore là et peut témoigner. Mesdames et messieurs, les démarches très fraternelles et très conciliantes que je viens de soumettre à votre réflexion sont celles d'un putschiste ou celles d'un sauveur. Il importe avant toute chose que ce forum condamne sans réserve le crime contre la démocratie et la République de Côte d'Ivoire. Il faut de plus, en outre, les auteurs déjà connus, rechercher tous les complices de cet attentat. Le forum se doit de démonter les mécanismes de ce complot dans l'intérêt du devoir de mémoire des générations qui nous suivront. Dans cette recherche de la vérité, il ne serait pas surprenant de constater que très souvent en Afrique, l'armée par elle-même n'est pas responsable d'un premier coup d'État. Ce sont des hommes politiques ambitieux du pouvoir qui ne peuvent conquérir par la voie des urnes, qui manipulent des soldats et se cachent derrière
la forfaiture. Notre armée ne doit pas être, en tant qu'entité, accusée en bloc. Il faut, par discernement, encourager nos forces armées à demeurer loyalistes et républicaines. J'ai aussi personnellement souffert atrocement. J'ai souffert des humiliations, des frustrations, des pillages et du vol de biens de famille à Daoukro. J'ai souffert de l'exil, mais à mon tour, je renvoie mes bourreaux à leur conscience. Je demeure sans haine, sans rancune et sans esprit de vengeance, alors même que ces bourreaux n'ont fait preuve d'aucun acte de contrition jusqu'à ce jour. Les calamités engendrées par le coup d'État se sont aussi manifestées sur le terrain, non seulement par le pillage des finances publiques, l'appropriation des biens d'autrui, le racket des personnes et l'extorsion de fonds d'entreprises soumises à des chantages sordides, mais aussi par l'abandon du pays à la dérive vers le chaos général avec la perte de son image et de son influence en Afrique et dans le monde. En moins de 2 ans, la Côte d'Ivoire est devenue méconnaissable et indéfinissable. La comparer à ce qu'elle était avant les événements, c'est comparer le jour et la nuit. Les zones d'insécurité se sont étendues à toutes nos cités. Nos routes, nos rues, nos pistes rurales sont devenues impraticables sur de nombreux tronçons, tant elles se sont dégradées. La détérioration des conditions de vie a atteint toutes les catégories sociales. Cette pauvreté est la plus grande menace qui pèse sur notre avenir. Chers compatriotes, je reconnais aussi que pendant la transition, nous avions eu à déplorer certaines situations. Oui, je reconnais effectivement que pendant cette période, certains de nos jeunes militaires s'étaient parfois rendus coupables de beaucoup de dérapages. Les forces armées elles-mêmes avaient subi une métamorphose profonde, contraire à leur culture verticale de discipline absolue et de respect scrupuleux des ordres. Les hiérarchies militaires n'avaient pas toujours la maîtrise des contrôles de tous leurs hommes. La liberté d'action diverse et la tendance nouvelle à participer au redressement des mœurs décriées étaient regardées par certains militaires comme un droit. Comme vous avez pu le constater parfois vous-même, chers compatriotes, la plupart de ces dérives de nos jeunes militaires étaient tantôt à la demande de certains citoyens, se disant mal avec la juridiction régulière de notre pays, tantôt initiée par des personnes peu recommandables qui, habillées en treillis, se faisaient passer pour des militaires. Si certaines actions multiformes ont contribué à réduire sensiblement le grand massif, il est incontestable en revanche que d'autres ont causé chez nombre d'Ivoiriens et d'étrangers de véritables traumatismes et préjudices de toute nature. Oui, notre armée nationale, émanation du peuple, garante de la souveraineté de notre pays, de la sécurité des Ivoiriens et de la protection de leurs biens, n'avait pas toujours su, sous l'autorité du CNSP, tenir son rang et honorer ses devoirs. Aussi, par devoir de l'autorité militaire supérieure, puis de chef de l'État, chef suprême des armées que j'étais, je m'incline à nouveau, comme je l'avais déjà fait, devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie au cours de cette période. Je réitère ma profonde sympathie à ceux ou celles de nos compatriotes et de nos amis étrangers qui avaient été offensés et parfois humiliés pour demander pardon pour les graves
pour les graves manquements au devoir et à la discipline. Acceptons cependant de considérer ces lourds et difficiles sacrifices comme étant notre contribution à la réalisation d'une nouvelle nation égalitaire, juste et démocratique. Les événements de 24, 25, 26 octobre 2000 nous nous situons comme les victimes de ces événements. Mais j'ai dit que dans ces événements, il y a eu 2 fautes. Je ne dis pas 2 erreurs. Il y a eu 2 fautes graves contre la Côte d'Ivoire qui ont été commises. La première faute, ça a été le refus de reconnaître les résultats des élections. Je pense qu'une élection, ce n'est pas la loterie. On organise une élection pour donner au peuple la parole, pour que le peuple désigne celui qui veut comme gouvernant. Une fois que le peuple s'est exprimé, pour employer la célèbre formule, il faut se soumettre ou se démettre. Il fallait se soumettre. Pour ne s'être pas soumis, et pour avoir cherché à conserver coûte que coûte le pouvoir, le général Gueye a commis la première faute. C'est la première faute. La deuxième faute, c'est au moment où on est dans la rue et que le peuple descend dans la rue à mon appel. Et je suis fier d'avoir lancé cet appel. Il y a des gens qui disent, oui, mais Gbagbo a mal fait, il a lancé l'appel, il y a eu des morts. Non, il y a des moments dans l'histoire d'un pays où il faut se dresser contre l'imposture. Je suis fier de m'être dressé contre l'imposture à ce moment-là. Je suis fier d'avoir appelé les Ivoiriens et je suis fier de la réponse massive des Ivoiriens. En ce moment où nous venions d'avoir une victoire, non seulement le peuple a voté massivement pour quelqu'un, mais le peuple est allé dans la rue pour chercher sa victoire. En ce moment-là, des gens sont dans la rue et ils disent « recommençons les élections. Recommençons les élections. » C'est la deuxième faute mortelle de la Côte d'Ivoire. Celui qui a poussé les gens à descendre dans la rue pour demander la reprise des élections, là, il a fait la deuxième faute. Voilà ces 2 fautes-là qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire. Sinon, si après avoir organisé les élections, même en ayant fait l'erreur d'écarter certaines personnes, on avait respecté la voix du peuple, il n'y aurait eu aucun cadavre. Chers frères et sœurs du PDCI, je vous invite à un peu plus de reconnaissance. Notre culture nous a toujours interdit d'attenter à la vie d'autrui. En les gardant au camp d'Akwedo, nous avions tenu les responsables de votre parti et certains dignitaires de votre régime à l'abri d'exactions incontrôlables. Mieux, nous avons autorisé tous les partis politiques à poursuivre leur activité et à coopérer avec la société civile pour doter notre pays de nouveaux textes fondateurs, la Constitution et le Code électoral notamment. Je voudrais maintenant tourner la page pour ouvrir celle des tueries pendant cette dernière semaine d'octobre 2000. Celle des tueries ayant abouti au charnier de Yopougon, auquel je ne suis mêlé ni de près ni de loin. En effet, toute la Côte d'Ivoire le sait. Le président Gbagbo l'a lui-même reconnu. Pendant que j'étais assis à Ouessissou, de nombreuses organisations internationales, parmi lesquelles l'Organisation des Nations Unies, ont conduit des enquêtes dont les résultats sont disponibles. Nous en sommes d'ailleurs en pied-à-terre. Tout ce que je peux dire à ce sujet, afin de mettre un terme à la polémique et aux accusations gratuites, et de situer définitivement les responsabilités, c'est de demander la publication des conclusions de ces investigations. Pour ma part, je suis serein et en paix avec ma conscience. Je suis parti le 25 octobre 2000 pour ne pas avoir à partager les conséquences de crimes crapuleux et particulièrement ignobles. Je voulais dire à certains
qui choisissent la voie de coup d'État plutôt que la voie des élections, qu'ils peuvent nous tuer, ils peuvent tirer sur nous. Mais aujourd'hui, là, ils ne peuvent plus tirer sur le président et que même mort, et ils vont prendre le pouvoir. Le peuple est aguerri. Le peuple est aguerri. Je suis serein. Je suis serein. C'est pour éviter ces troubles-là que dès 1987, en exil à Paris, alors que rien ne me contraignait, j'ai demandé à mes camarades et que nous avons lancé le slogan pour une transition pacifique à la démocratie. Transition pacifique. Parce que nous avions confiance en nous-mêmes. Nous savions que tôt ou tard, nous allions gagner. Donc, ce n'est pas la peine de forcer là où vous allez gagner. Je pense que ceux qui préparent des coups d'État, ils sont des gens qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Quand on est sûr que tôt ou tard on va gagner, on ne fait pas de coups d'État. Et je pense que les coups d'État sont de notre âge. Et moi-même, parmi les 10 mois de la transition, que j'avais 6 camarades qui étaient au gouvernement, donc les gens croyaient que tout baignait. Et on disait à nos camarades ministres, tenez bon, il faut qu'on ait les élections. Si on a les élections, on a gagné. Nous, on tiendra, mais vous tenez bon. Koulibaly voulait démissionner, j'ai dit, tu ne démissionneras pas du tout. Tenez bon. Nous ne devons pas tolérer les entraves à l'autorité de la République dans certaines localités. La République est une et indivisible. Ce forum doit recommander fermement que disparaissent ces situations singulières qui nous préoccupent au regard de l'unité nationale. J'ai été pris à partie par beaucoup d'amis parce qu'ils m'ont reproché, et ils me reprochent, qu'il y a eu le drapeau qui a flotté sur le Congo, un drapeau d'un pays étranger, que les partisans de Ouattara ont levé sur le Congo pendant les élections législatives. Et que Gueye, Robert, est à Kawakouma et que l'État ne fait rien. L'État n'a rien fait pour rétablir l'autorité de la République sur le Congo et pour rétablir l'autorité de la République sur Kabakouma. Je voudrais vous dire, chers amis, que un chien qui a rencontré le lion ne court pas comme un chien qui n'a pas rencontré le lion. Si vous rencontrez les 2 chiens, à la l'allure où chacun court, vous reconnaissez celui qui a rencontré un lion et celui qui n'a pas rencontré de lion du tout. Notre pays a rencontré déjà les lions. Quand il y a eu les problèmes dans le Saint-Louis, je suis sûr, maintenant que je suis à la place où je suis, que vous n'a pas dit aux gens, allez tuer les agneaux. Je suis sûr que dans le Guébier, Oufoué n'a pas dit allez tuer les gens. Mais quand vous donnez l'ordre à l'armée, à la gendarmerie, à la police, d'aller rétablir la paix républicaine, vous ne pouvez pas être garant de la manière dont cet ordre-là est exécuté. Regardez les militaires, regardez les soldats, regardez les gendarmes, regardez les policiers. Au-dedans de ces uniformes, ce sont des êtres humains. Dans l'uniforme, ce sont des êtres humains. Et j'ai la chance d'être des Gagnois. Et d'avoir appris beaucoup. D'être des Gagnois. Après le drame, j'ai été arrêté et mis dans l'armée. Donc j'ai écouté beaucoup de soldats. J'ai appris de la part des soldats, quand j'étais à Séguéla, puis quand j'étais à Lefa, que beaucoup de soldats avaient peur de rentrer même dans la brousse Guébier. Et les exactions viennent même souvent des peurs que les soldats eux-mêmes ressentaient. Quand tu as peur, tu marches en te protégeant des tirs, des AA-52. C'est ça.
Est-ce que, ayant connu ces traumatismes dans les Saint-Louis et dans les Guébiers, j'allais ordonner aux paracommandos de descendre sur Kong? Je pouvais donner l'ordre. L'ordre était légitime. Mais peut-être que nous serions maintenant en train de dénombrer les morts sur Kong. Est-ce que, à mon âme et conscience, je peux donner l'ordre aux paracommandos de descendre sur Kabakouma et de les ramener Gaï? Je peux donner l'ordre. Ils sont prêts à le faire. Mais nous allons être en train de déplorer des morts inutiles. L'histoire de Kong s'est achevée comme elle devait s'achever. Dans le retour tranquille et sans gloire dans la République. Et l'histoire de Kabakouma se terminera de la même façon. Mieux vaut discuter quand on peut discuter. Il ne faut pas qu'au nom de la souveraineté de l'État, on fasse des morts inutiles. Chers Ivoiriens, tant que je suis là, aucun centimètre carré de la République de Côte d'Ivoire ne sera retranché à la mère patrie. Aucun centimètre carré de la Côte d'Ivoire. Mais on n'a pas besoin, pour démontrer cela, de faire des morts inutiles. On n'a pas besoin. Nous avons laissé comme ça. On a discuté. Ils sont revenus. Il y a de nouveau un sous-préfet. Les écoles sont ouvertes. Les dispensaires sont ouverts. Tout fonctionne. Mieux vaut une telle solution qu'une solution brutale qui ne règle pas toujours les problèmes et qui laisse des souvenirs amers. Voilà, chers Ivoiriens, pourquoi j'ai eu cette conduite.